Le mode de vie autochtone était autrefois rythmé par le passage des saisons et je me trouve aujourd'hui à la Maison autochtone de Mont-Saint-Hilaire pour rencontrer Audrey Renaud, qui est responsable des services éducatifs ici à la Maison autochtone. Et on va discuter d'une foule de sujets, notamment de développement durable et de la résilience du savoir-faire des peuples autochtones. Madame Renaud, la Maison autochtone va célébrer ses 24 ans cette année au mois de mars, mais quelle est la mission de la maison? La Maison autochtone est le seul lieu multination situé hors communauté autochtone. C'est un musée, donc il a pour mission de mieux faire connaître les peuples des Premières Nations. Et cette mission-là s'articule autour de 3 grands volets. Le volet principal, c'est notre volet muséal. On est donc dans les salles d'exposition, on a une exposition permanente, on a plusieurs expositions temporaires également là, au cours de l'année, avec une belle programmation d'activités qui vient animer ces expositions-là. On a aussi un volet gastronomique pour montrer l'apport des Premières Nations à la gastronomie contemporaine. On est naturellement situé dans une érablière, donc on a le café Le Michtan avec des dégustations, on a le sirop d'érable au printemps, mais on a également des soirées thématiques avec des repas qui mettent de l'avant les savoir-faire culinaires des peuples autochtones. Et finalement, mon troisième volet est un volet qui est environnemental. Ça nous permet de sensibiliser les gens à l'importance de la terre-mère et de la nature chez les peuples autochtones. Et donc, l'environnement, on le sait, c'est quelque chose qui est très important pour les peuples autochtones. De quelle manière est-ce que c'est transmis ici à la maison? Bien, tout d'abord, on sait que chez les peuples autochtones, le respect de la nature, le respect de l'environnement, c'est lié directement à la survie. Peu importe le mode de vie, qu'on ait un mode de vie plutôt nomade, sédentaire, semi-nomade, semi-sédentaire, peu importe, le respect de la nature, de notre environnement, c'est crucial. Si on ne respecte pas cet environnement-là, bien, c'est clair qu'on ne pourra pas survivre à la prochaine saison. La façon qu'on, selon les nations, va diviser l'année, ça va être par les différentes activités en lien avec le territoire où on va se trouver. Donc, certaines nations vont avoir un campement spécifique pour récolter l'eau d'érable au printemps, pour récolter les petits fruits un peu plus tard dans l'année, pour aller chasser, pour aller pêcher. Donc, on va se déplacer. Oui. On va vraiment avoir un mode de vie qui va nous permettre de survivre, mais aussi de bien vivre parce qu'on connaît ce territoire-là. Donc, il y a des connaissances liées à la médecine, des connaissances culinaires, quelles plantes poussent à quel endroit. Puis, quand on fait une cueillette, si je passe et je cueille tous les fruits, tout ce qu'il y a là, bien, l'année prochaine, quand je vais repasser, il n'y en aura plus. Ouais. Donc, on faisait une cueillette qui est quand même assez sélective. C'était quand même important pour justement la préservation de l'environnement et de connaître toutes les contes et les légendes, mettre de l'avant à quel point ce respect-là de la terre-mère, de la nature, des animaux, de tout ce qui vit autour de nous dans notre environnement est vraiment très important traditionnellement. Oui. Naturellement, je ramène ça à aujourd'hui. La maison autochtone, cette façon de vivre en communauté, cette façon de gérer les ressources, ça fait partie aussi de notre ADN, que ce soit au niveau de l'esprit de communauté. Je parlais tout à l'heure qu'on a des repas gastronomiques. Bien, vous savez, ici, j'ai des techniciens, j'ai des animateurs, j'ai une directrice générale, on a toute une belle équipe. Bien, peu importe, quand on a un événement, ça peut être une personne sur la vaisselle, l'autre va servir la soupe, qui va ramasser. C'est vraiment cet esprit de communauté-là. Quand vient le temps de mettre l'épaule à la roue, c'est tout le monde ensemble. Quand on arrive, j'ai beau avoir un technicien en entretien, bien, s'il n'est pas arrivé, puis je vois qu'il y a un papier, bien, c'est clair qu'on va se pencher, on va le ramasser. Ça fait partie de notre façon de vivre, de notre façon d'être, exactement. Puis même, au niveau des jardins, bien, ça nous permet de récupérer certains éléments et de les réemployer, de les réutiliser aussi plus tard. Donc, cette protection-là de la nature, ça fait partie de l'ADN de la Maison autochtone et la mission première. Et ça fait partie, oui, de l'ADN de ce que vous faites ici, mais tout ce savoir-faire-là, comment est-ce qu'il reste encore aujourd'hui? Comment est-ce que les manières de faire, il y a des dizaines, des centaines d'années,
Aujourd'hui, on est capable encore soit de l'utiliser, je veux dire, il y a des gens qui vivent encore de cette manière-là, ou comment est-ce qu'on fait pour continuer de transmettre tout ça? Bien, quelque chose qui est super important chez les peuples autochtones, c'est la tradition orale. La tradition orale, c'est très puissant. C'est pas une histoire de pêche qu'on commence comme ça puis ça termine comme ça. La tradition orale chez les peuples autochtones, c'est vraiment une façon de transmettre des savoirs, des connaissances. Les peuples qui n'avaient pas à l'origine d'écriture, comme on la connaît aujourd'hui, quand il venait le temps de transmettre une histoire qui est arrivée, un événement marquant pour la communauté, une connaissance, bien, il fallait être précis avec des détails et être certain que c'était transmis de la bonne façon toujours. Donc, il y a des histoires qui se transmettent depuis des siècles grâce à cette tradition orale-là. Et nous, ça fait partie de notre mission de préserver certaines de ces connaissances-là, justement pour garder la mémoire le plus vivante possible. Oui. Et concrètement, ça ressemble à quoi les différentes activités que vous proposez ou les manières de transmettre ce savoir-là? On a tous les mois des activités de contes. Donc, on fait des contes avec les familles, avec le grand public, à l'extérieur. On a également des conférences, on a des ateliers créatifs. On travaille beaucoup avec le milieu scolaire pour justement braver certains préjugés qui, des fois, peuvent commencer dès le plus jeune âge là, des enfants parce qu'on entend des choses à la maison des fois. Puis des mots qui ne sont plus appropriés aujourd'hui peuvent être utilisés par les parents simplement parce qu'on ne connaît pas les nouveaux mots ou on ne sait pas, c'est ce qu'on a appris à l'époque. Hein? L'histoire a beaucoup évolué entre ce que les jeunes apprennent aujourd'hui et ce que les générations un peu plus âgées ont appris, que ce soit il y a 15-20 ans ou même les personnes âgées là, ont une connaissance de l'histoire autochtone qui est complètement différente de celle que les jeunes apprennent. Donc nous, c'est un peu notre travail d'aller à la rencontre des gens et d'éduquer, une mission d'éducation, de sensibilisation pour faire réaliser que justement ces savoirs-là, savoir-faire, savoir-être, sont extrêmement présents encore, là, que ce soit chez les peuples autochtones ou même des fois des traditions qu'on a au Québec qu'on ne sait pas d'où ils nous viennent, puis qu'on apprend par la suite, ça nous vient des Autochtones. Oui, donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut apprendre ici quand on vient assister aux ateliers, puis ça permet de rapprocher les différentes générations aussi, de rassembler les communautés également. Et vous faites partie de la première cohorte d'un programme. Oui. J'aimerais en savoir plus. C'est un super programme. C'est l'initiative Shipékou. C'est une initiative qui met de l'avant, c'est la première cohorte justement, une douzaine d'entreprises en tourisme autochtone. Et le but, c'est de faire une transition durable. Oui. Donc, on a eu un diagnostic, on a passé au peigne fin chaque action qu'on a posée, qu'on pose au quotidien. Et ça, c'est un diagnostic qui a déjà été fait et que dans toutes les sphères, que ce soit la gestion, que ce soit l'environnement, l'économie, de toutes nos façons de faire, ça nous a permis de réaliser plusieurs choses. Premièrement, ça nous a permis de réaliser qu'on en fait déjà beaucoup. Oui. Ce projet-là, il est très innovant, il est unique parce qu'il va mettre de l'avant toutes les sciences, le côté savoir scientifique, mais il allie avec ça tous les savoirs autochtones. Donc, c'est vraiment un projet de développement durable qui est complet. Et nous, bien, ça nous a permis de réaliser qu'on en fait déjà beaucoup, qu'on est un modèle au niveau du développement durable et qu'on inspire déjà, par les actions qu'on pose, nous, depuis maintenant presque 24 ans, d'autres musées à faire de même, à adopter certaines de nos pratiques. Naturellement, on peut toujours s'améliorer. Il y a toujours de la place à faire encore mieux, puis aller encore plus là, de l'avant, que ce soit, on a dressé notre bilan carbone de tous nos visiteurs, de tout ce qu'on laisse comme trace pour être sûr de préserver l'environnement encore plus. Oui, et donc ça vient s'inscrire dans votre mission de développement durable. Puis c'est intéressant de voir comment les traditions, le savoir-faire autochtone et la science peuvent se joindre, puis donner des belles choses pour l'avenir également. Exactement, parce que les savoirs autochtones qui étaient là auparavant, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a la science que ces savoirs-là ne sont plus pertinents. Pertinents, exactement. Ils sont toujours pertinents. Et comment est-ce qu'on peut faire pour amener, d'être pas juste d'un côté ou de l'autre, d'amalgamer tout ça pour avoir des pratiques qui sont encore plus efficaces, encore mieux
pour notre communauté, pour l'environnement et pour notre institution aussi. Et dans les prochaines années, vous travaillez présentement sur un projet de jardin qui va être disponible au grand public d'ici 2 ans, si je ne me trompe pas. En quoi ça consiste, ce projet-là? Alors, ce sont les jardins de Wigwo-Madensis. Wigwo-Madensis, qu'est-ce que c'est? C'est un mot abénaki qui veut dire le mont Saint-Hilaire. Ah. Donc, c'est la Wigwo-Madensis, c'est la montagne en forme de wigwam, en forme de maison. Donc, les jardins de Wigwo-Madensis, c'est un partenariat qu'on a noué avec la Fondation Huchette-André Michel. Donc, un partenariat qui nous permet de développer en 2 grandes phases des jardins. Le premier, le jardin de réconciliation, qui a été planté. Il est dans sa première phase. Là, on lui a travaillé en 2023, durant l'été et à l'automne également. Vous avez des sculptures, vous avez des plantes indigènes aussi. Et on a dans la deuxième phase qui s'en vient, le jardin de guérison qui va avoir d'autres plantes médicinales et tout ça à l'intérieur. Donc, ces jardins-là nous permettent plusieurs choses. Premièrement, on peut faire l'interprétation des plantes qui vont s'y trouver. Ça permet d'offrir une enclave nature. Hein? On le sait, il y en a de moins en moins. Puis, c'est des plantes qui sont aussi mellifères, donc des plantes qui vont attirer les pollinisateurs. Et on sait qu'on en manque beaucoup de ces plantes-là. Plus ça va, moins il y a de diversité dans les jardins. Il y en a beaucoup qui n'ont plus de jardin du tout aussi. Donc, ça nous permet de faire l'interprétation, ça nous permet d'aller vraiment... Quand on parle d'interprétation, qu'est-ce que vous voulez dire d'interpréter, par exemple, si je vous présente une plante, l'aronia qui est là. Bien, l'aronia, c'est un très bel arbuste avec un petit fruit. Mais est-ce que vous savez à quoi ça sert de l'aronia? Pas vraiment. Non. Mais ce n'est pas un fruit qu'aujourd'hui on consomme particulièrement. Par contre, les Premières Nations, c'était un fruit qui était essentiel à la survie. Quand on l'avait sur le territoire, c'était vraiment très bien parce qu'il restait sur l'arbuste la majorité de l'hiver. Donc, on était capable de le cueillir, de le cuisiner et d'avoir cet apport en antioxydants qui est aussi bon qu'un bleuet durant l'hiver. Donc, pour nos vitamines, pour nos besoins, c'était important de savoir qu'on en avait sur le territoire. Mais cette plante-là, on la retrouve dans nos jardins. Donc, ça nous permet d'interpréter ce à quoi servaient les différentes plantes, que ce soit des plantes médicinales, des plantes comestibles, des plantes qui permettent justement aux pollinisateurs, mais des plantes qui peuvent être aussi en voie de disparition au Québec, qui nous permettent de conserver avec les jardins, avec le boisé également. Aussi, on peut utiliser ces jardins-là parce qu'on a le café Le Michtam. Notre café, on a des tisanes qu'on offre, on a des petites douceurs, mais on va servir de l'aronia dans nos tisanes glacées l'été. Donc, ça permet d'aller chercher ces fruits-là. Oui. Même chose, les tournesols qui sont si beaux, mais quand la saison se termine, nous ici, on recoupe toutes nos tiges de tournesol. On les fait sécher et on fait des ateliers créatifs par la suite avec les tiges de tournesol séchées. Même chose pour le topinambour. Donc, ça nous permet de réutiliser les plantes, que ce soit même avec les feuilles de maïs. Cette année, on a fait des poupées de maïs pour expliquer aux enfants comment on s'amusait quand on était un enfant autochtone autrefois. Comment on pouvait utiliser ces plantes-là. Donc, c'est tout dans l'utilisation, l'interprétation. Ça va permettre aussi, on travaille beaucoup ici pour un tourisme durable, un tourisme d'expérience où on peut se déposer, puis vraiment prendre le temps. Donc, ça veut dire que vous pouvez venir visiter le musée, vous déposer sur la terrasse du Rond-de-Feu au Café Le Michtam, puis d'ici quelques temps, vous allez pouvoir aller visiter des jardins. Vous pouvez faire un tour sur les sentiers de l'Érablière. Donc, c'est vraiment, le but, c'est de se déposer, c'est de relaxer et d'apprécier la nature, d'absorber, c'est ça, tout ce qu'on peut avoir. Oui, c'est intéressant de voir comment chaque action que vous faites s'inscrit dans cette mission-là, les 3 piliers que vous avez nommés au début. Donc, bon, l'aspect muséal, l'aspect éducatif, l'aspect gastronomique et l'aspect environnemental. Puis, en ce moment, on se trouve dans la salle de l'eau à la bouche, donc qui est une salle d'exposition permanente dédiée à l'érable. Et donc, c'est ici qu'on apprend comment les peuples autochtones faisaient de la tire d'érable, de l'eau d'érable, en fait, utilisaient les produits d'érable. Exactement, parce que cette exposition-là, avec la magnifique érablière dans laquelle on est situé, nous a valu en 2008 d'être nommé par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada comme seul lieu de référence au pays pour l'origine de la sériculture. Donc, cette commission-là a nommé 3 lieux en lien avec l'érable.
un lieu pour l'origine, un lieu pour la transformation et un lieu pour la dégustation. Donc, nous, ici, on est la seule érablière et exposition qui sont nommées pour l'origine de la sériculture. Le site ici a toujours été une érablière. Ça fait très longtemps. La première cabane à sucre commerciale de la région a ouvert sur le site ici en 1913. C'est une famille Hilaire-Montaise, la famille Ducharme, qui a commencé cette érablière-là. Mais même si on remonte avant ça, c'était l'érablière qui faisait partie du domaine seigneurial de la seigneurie de Rouville. Mais même avant ça, les Autochtones venaient faire le temps des sucres dans cette érablière-là. Donc, le temps des sucres fait partie de l'identité québécoise, oui, mais avant tout, c'est l'identité autochtone. Oui. Parce que oui, du sirop d'érable, c'est bon. Hein? Je connais peu de gens, il y en a, mais j'en connais peu qui n'aiment pas le sirop d'érable. Mais par contre, pour les Autochtones, c'est plus que juste son bon goût qui est important. Oui. Parce que ça a des propriétés. On se rend à faire... Exactement. Ça libère les bronches également. Quand arrivent les grippes de fin d'hiver, c'est bien important. Mais aussi, on le fait, ce temps des sucres-là, pour le sucre d'érable. Parce que le sucre d'érable donne de l'énergie. En donner du sucre à un enfant, on sait qu'est-ce que ça fait. Donc, du sucre d'érable, quand on se reporte il y a plusieurs centaines, milliers d'années, que je vous dis, ben c'est quand la dernière fois que vous avez mangé un légume ou un fruit frais? Ben, tu sais, aujourd'hui, on a une belle variété quand on va à l'épicerie. Hein? Oui. Mais autrefois, les derniers fruits, légumes qui poussent sur les territoires, bien, après les courges au mois d'octobre, il n'y a plus grand-chose. Donc, on est plusieurs mois à manger des fruits séchés, toutes les réserves qu'on a faites. La viande se fait plus rare également. Il y a des animaux qui vont s'en aller, donc on est en plus petit groupe. On a besoin de cette source d'énergie-là on va manger un morceau de sucre et là, on part et on peut aller chasser. On a un petit regain d'énergie. Et on se faisait ça en famille. Donc, imaginez, on ne s'est pas vu de l'hiver parce qu'on s'est divisé sur le territoire. On va se rassembler quand les premiers signes du printemps arrivent. Et là, on va faire les sucres en famille. On va se raconter des histoires. On va chanter. On va danser. C'est vraiment l'ancêtre de notre cabane à sucre. Et si on a la cabane à sucre comme tradition québécoise, c'est parce que les Premières Nations vont amener les premiers Européens à arriver dans leur rassemblement. Parce que c'est pas vrai que la vie est plus facile dans un village blanc que dans un village autochtone à cette époque-là. Donc, ils vont leur montrer comment faire le temps des sucres. Et c'est comme ça que cette tradition-là va perdurer dans le temps. Wow. Donc, la cabane à sucre du Charme qui va ouvrir ici, donc la cabane à sucre du plateau Bellevue en 1913, bien, même avant qu'ils l'ouvrent, la cabane à sucre commerciale, ils vont faire ça dans des grands chaudrons en fonte. On fait bouillir comme lorsque les Français ont amené les premiers chaudrons. Et nous, ici, à la Maison autochtone, c'est ce qu'on fait. Sur la terrasse du rond de feu à l'extérieur, tous les printemps, on met des grands chaudrons en fonte et on entaille les érables et on fait bouillir pour faire un site de démonstration pour montrer justement l'apport des Autochtones à cette tradition-là qui est tellement importante dans notre identité. Wow! Et vous parlez de la terrasse extérieure. On va se diriger vers cette terrasse-là dans quelques minutes, mais c'est vraiment à cet endroit-là que beaucoup d'activités se passent pour la Maison autochtone. Bien sûr, c'est là qu'on va faire les comptes. Peu importe la saison, lorsque vous venez à la Maison autochtone le premier samedi du mois pour les comptes de saison, bien, on fait ça dehors à cet endroit-là. Que ce soit l'hiver avec une petite tisane, une couverture, ou bien en plein été avec un plus petit feu, mais on est là tous ensemble. Et c'est aussi le point de départ pour les balades découvertes de la terre-mère. C'est de là qu'on va partir pour faire les visites guidées qui vont interpréter les sentiers de l'érablière. C'est là qu'on va partir aussi pour le circuit nature avec les familles, que ce soit aussi pour les bornes didactiques qui parlent de la sériculture moderne et d'érablières urbaines. Mais aussi, c'est là l'été qu'on va avoir le café Le Michtan. Le café que vous pouvez retrouver dans le hall en tout temps, on le sort également à l'extérieur quand il fait beau. Vous avez une vue sur l'érablière, une vue sur Ouigo-Madensis, le mont Saint-Hilaire. Donc, c'est vraiment un très bel endroit pour se déposer et prendre le temps. Oui, donc merci Madame Renaud de nous avoir éclairé sur comment en fait la Maison autochtone intègre le développement durable dans toutes les sphères de ses activités, puis comment en fait la résilience du savoir-faire autochtone permet encore aujourd'hui d'en apprendre, mais de permettre à ces traditions-là de perdurer. Oui, bien, merci beaucoup d'être venu à notre rencontre aujourd'hui. Donc, merci Miigwech d'être venu nous voir. Miigwech, merci.
Merci beaucoup. Miigwech. Miigwech. Wow! Yawida. Hey ya, hey ya, hey ya, Yawida. Hey